Nous sommes le 9 mai 2021, à veille du 54e anniversaire de la réunification de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalida. Et nous commencerons cette revue de la presse, la première de cette semaine marquante, justement par la situation de tension qui règne dans la capitale, à Jérusalem. Une tension qui s'est considérablement accentuée durant le week-end, en particulier après les très violents heurts qui se sont produits vendredi soir sur le mont du Temple. Le Yediot Aharonot résume cette situation en 4 mots: au bord de l'explosion. Tandis que le Israël Hayom, lui, nous livre en manchette la principale cause de cette tension. Le Hamas et l'autorité palestinienne embrasent le terrain. Le Israël Hayom révèle qu'Israël a demandé à l'Égypte et à la Jordanie de l'aider à restaurer le calme dans Jérusalem. Le Haaretz souligne parmi ses titres que l'esplanade du Kotel a dû être évacuée hier soir après qu'un feu de Bengale ait été lancé par des Palestiniens sans faire de blessés. Le Haaretz précise également que ces émeutes se sont déplacées sur le quartier de Tcherjarach, qui est l'une des causes de cette tension. Les journaux israéliens reviennent ce matin sur les émeutes de vendredi soir au cours desquelles les forces de sécurité israéliennes ont eu le plus grand mal à reprendre le contrôle de la situation sur le mont du Temple. 17 policiers, 200 manifestants palestiniens ont été blessés, dans leur immense majorité légèrement. Le Yediot Aharonot explique pourquoi cette semaine risque d'être explosive. Ce soir, 9 mai, c'est Laylat el-Kader, la nuit du destin dans la tradition musulmane qui termine le Ramadan. Et ce soir et demain, c'est également, vous le savez, Yom Yerushalayim, le 54e anniversaire de la réunification de Jérusalem, qui sera marqué ce soir par un office spécial devant le mur occidental et demain par le traditionnel défilé des drapeaux autour de la vieille ville et devant le Kotel. Lundi également, ce sera la Cour suprême qui devra déterminer publier son décret concernant justement l'autorisation ou non aux familles palestiniennes de rester sur le site de Tcherjarach. Le 13 mai, c'est la fête de l'Aïd el-Fitr et 2 jours plus tard, le 15 mai, eh bien, c'est le jour de la Nakba, la catastrophe que représente pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël. Donc tout cela laisse présager d'une semaine mouvementée à Jérusalem et peut-être même à l'extérieur. Les journaux nous montrent ce matin de nombreuses photos des émeutes du week-end et explique que le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, a donné l'ordre de déployer des renforts de troupes en Judée et Samarie pour éviter tout débordement et une escalade de la violence. Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré qu'Israël continuera à permettre la liberté de culte sur le mont du Temple, mais ne laissera pas le terrorisme relever la tête. Fin de citation. Le Israël Hayom insiste aussi sur une tension grandissante dans le pourtour de la bande de Gaza après 3 jours consécutifs d'envoi de ballons incendiaires de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Les sites d'information et les journaux télévisés d'hier soir ont montré les autobus de fidèles musulmans venus du nord d'Israël en train d'être arrêtés à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem sur l'autoroute numéro 1 par les forces de police. Des fidèles qui ont dû descendre des autobus. Et puis les journaux se font l'écho des condamnations du monde arabe après les émeutes de vendredi soir sur le mont du Temple et en particulier la condamnation en hébreu de Tayyip Erdogan sur Twitter. Nous condamnons fermement les attaques méprisantes d'Israël contre la mosquée d'Al-Aqsa, attaques qui se sont produites malheureusement durant le mois de Ramadan. Fin de citation, là encore. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne face à cette flambée de violence? Nous commencerons par les éditorialistes du Israël Hayom. Pour le professeur Eyal Zisser, qui est orientaliste, le Hamas et le Fatah jouent actuellement avec le feu. Il est facile d'accuser la police ou l'armée, ou encore le député Itamar Ben-Gvir qui s'est installé à Tcherjarach vendredi, de responsabilité dans ce regain de tension. Mais de facto, ce sont le Hamas et le Fatah qui ont patiemment attendu l'opportunité pour embraser Jérusalem. Pour Amnon Lord, ces émeutes sont la conséquence de la faiblesse du président américain Joe Biden qui se montre hostile à Israël. Et pour Amnon Lord, les Palestiniens en profitent. Pour Nadav Shragai, toujours dans le Israël Hayom, les responsables de ce soulèvement sont les frères musulmans et leurs 2 branches politiques, la branche sud, légale, celle de Mansour Abbas, et la branche nord, radicale et illégale. Sur le terrain, c'est le Hamas qui concrétise le message religieux et mensonger selon lequel El-Aqsa est en danger. Et comme d'habitude, l'autorité palestinienne, écrit Nadav Shragai, prend le train en marche. Quant au Haaretz, c'est bien dans son éditorial central, il semble imputer la responsabilité de cette tension à la réaction trop musclée, selon lui, des forces de police israéliennes vendredi sur le mont du Temple.
Dans le Yediot Aharonot, Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe, se focalise justement sur Abou Mazen et souligne que vendredi, le raïs palestinien nous a livré une prestation digne d'Arafat en rendant Israël responsable uniquement de l'escalade de la violence. Oded Shalom s'inquiète du manque de réactivité de la police et s'interroge sur certaines décisions prises ces derniers jours par les patrons de la police qui, au lieu de calmer les esprits, n'ont fait qu'attiser, selon lui, la tension. Quant à Yossi Yoshua et Nahum Barnea, il lit dans le Yediot Aharonot toujours la tension actuelle à la crise politique. Yossi Yoshua écrit que la crise politique sert de tremplin aux organisations terroristes palestiniennes et les services de sécurité comme le Shin Bet et la police, dont les responsables sont impliqués dans les tractations politiques actuelles, ont le plus grand mal à gérer actuellement une telle situation. Quant à Nahum Barnea, il écrit que Netanyahou n'est pas Donald Trump et que même s'il doit partir, il n'a pas l'intention de laisser la région s'embraser derrière lui, et de rappeler que le premier mandat de Binyamin Netanyahou en 1996 avait débuté par des émeutes autour du tunnel des Asmonéens. Netanyahou ne voudra pas partir sur une nouvelle situation de crise sécuritaire, écrit Nahum Barnea. Ce qui nous conduit justement aux tractations en vue de la formation du gouvernement Bennett-Lapid. À en croire le titre du Yediot Aharonot, on serait à la veille d'une signature d'un accord de coalition. L'objectif de Bennett et de Lapid est de former ce gouvernement dès cette semaine. Plusieurs accords ont déjà été conclus, comme par exemple sur le fait de limiter le nombre de mandats d'un Premier ministre. Les principales pierres d'achoppement sont autour de l'attribution des principaux portefeuilles de la justice, de l'éducation et de l'intérieur. Mais le Israël Hayom insiste également ce matin en une sur le fait qu'à droite on ne baisse pas les bras et l'on continue à tenter de torpiller les efforts en vue de la formation de ce gouvernement alternatif. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un intéressant reportage du Yediot Aharonot à l'occasion du Yom Yerushalayim. En effet, le grand quotidien a rassemblé 5 des petits-enfants du légendaire libérateur de Jérusalem, le général Motagour. Ces 5 petits-enfants sont tous officiers de Tsahal, mais aucun d'eux ne sert dans une unité combattante. Ils racontent ensemble leurs souvenirs d'enfants de leur célèbre grand-père particulièrement émouvant. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.